Nous sommes à New Hope, en Géorgie, le 4 avril 1977. Mon mari m'a appelé pour me dire qu'il y avait de l'orage dans l'air. Boys, come on in now. Nasty weather's coming. Une terrible tempête traverse le sud des États-Unis. Sadie Hurst s'empresse de mettre ses enfants en sécurité. On a entendu un bruit épouvantable. Lorsque je suis arrivée en haut des escaliers, j'ai aperçu de la lumière rouge, comme s'il s'agissait d'un feu. C'est à ce moment-là que je me suis rendu compte de l'accident. L'écrasement d'un DC-9 de Southern Airways vient de causer 72 morts. Boarding pass. Thank you. Good afternoon, sir. Good afternoon. May I see your boarding pass, please? Certainly. Just down the aisle on the right, sir. Enjoy your flight. Thank you. Boarding pass? 81 passagers sont montés à bord du DC-9 de Southern Airways à destination d'Atlanta, en Géorgie. Bon nombre d'entre eux proviennent des bases militaires avoisinantes. Depuis le début de la matinée, le commandant Bill McKenzie et son copilote Lyman Keel assurent un service de navette dans le sud des États-Unis. Who's got the lander? Not me, says the captain. Ignition, sir. Durant les longues journées de vol, les pilotes se partagent fréquemment les tâches. Le copilote Lyman Keel se chargera de cette étape du vol. C'est un ex-pilote de la marine qui travaille pour Southern Airways depuis 4 ans. Avant leur dernier décollage, les pilotes ont reçu un rapport des plus récentes conditions météo. Looks like you guys got a good one coming. Ce jour-là, on a effectué 13 atterrissages, ce qui représente beaucoup d'arrêts. Chaque escale durait de 20 à 30 minutes. On faisait la tournée du sud. Les vols ont été paisibles durant tout l'après-midi, mais la météo se gâte et l'équipage se prépare à essuyer des turbulences. Il pleuvait à Huntsville et on nous avait dit de ne pas faire le service à cause des turbulences. On a donc servi personne de Huntsville à Atlanta à une escale très courte. On était tous contents de se reposer. J'étais surpris qu'on décolle comme prévu. Je croyais qu'on allait rouler jusqu'à l'extrémité de la piste et attendre un bon moment à cause du mauvais temps. Mais ils ont tout de même décidé de décoller. À 15h54, le DC-9 décolle sous une pluie battante. Le vol en direction d'Atlanta devrait durer 25 minutes à peine. Tandis que l'avion de Southern Airways s'éloigne de Huntsville, le Service météorologique national constate que les conditions météo s'aggravent. Il a repéré de nombreuses tornades au sud des États-Unis. Les conditions météo sont souvent très dangereuses dans le sud-est des États-Unis. L'humidité et les températures élevées comptent pour beaucoup dans la formation des orages. Toute cette densité et cette convection d'air chaud causent d'importantes tempêtes, accompagnées de fortes pluies, de grêles, de verglas et de vents extrêmes. Bien entendu, tout ça peut dégénérer en tornades. La tempête inquiète les contrôleurs aériens de Huntsville. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation, starting about 5 miles ahead. Okay, we're in the rain right now. It doesn't look much heavier than what we're in right now, does it? It's not a solid mass, but it appears to be a little bit heavier than what you're in right now. En 1977, la plupart des avions de ligne sont équipés d'un radar météorologique Bendix. Lorsqu'il indique des zones lumineuses, les pilotes doivent les éviter, car elles indiquent du mauvais temps. I can't read that. Just looks like rain, Bill. What do you think? There's a hole. There's a hole right there. That's all I see. Les pilotes ont repéré une zone foncée sur l'écran radar. Il s'agit d'un corridor à travers la tempête.
Il croit pouvoir voler entre les orages à une altitude de plus de 14 000 mètres. Coming over, we had pretty good radar. I believe right straight ahead. There. The next few miles is probably the best way we can go. Tandis qu'il dirige l'avion vers la tempête, les pilotes reçoivent un message alarmant du contrôle de la circulation aérienne de Memphis. Attention, all aircraft. SIGMET. Tennessee, Southern Louisiana. Le terme SIGMET est utilisé pour signaler des conditions météo pouvant compromettre la sécurité des aéronefs. Here we go. Hold 'em, cowboy. Les pilotes regardent plus attentivement leur radar météo. It looks heavy. Nothing's going through that. Mystérieusement, l'ouverture que les pilotes avaient repérée a disparu. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Et la tempête s'aggrave brusquement. Je n'avais jamais entendu de la grêle tomber si fort. Le bruit qu'elle produisait contre les parois de l'avion était assourdissant. Le bruit était si fort, c'était un peu comme si j'étais enfermé dans un tonneau de métal sur lequel on lançait des pierres. Please keep your seatbelts fastened. We should be out of this shortly. Des morceaux de grêle gros comme des balles de baseball se fracassent contre le DC-9, fissurant son pare-brise. Les pilotes du vol 242 devaient crier pour se faire comprendre, car le bruit de la grêle s'écrasant sur la carlingue était épouvantable. Ils n'avaient jamais vécu une telle expérience. Which way do we cross here or go out? I don't know how we get through here, Bill. I know. You're just gonna have to go out. Yeah, right across that bend. All clear left, approximately right now. I think we can cut across there. Les pilotes cherchent désespérément une porte de sortie, mais tandis qu'ils luttent contre la tempête, la situation dégénère. Tous les systèmes électriques du DC-9 tombent en panne. Privé d'électricité, le copilote Keel doit maintenir la position de l'appareil sans horizon artificiel. Mais d'épais nuages cachent l'horizon et Lyman Keel n'arrive pas à relever sa position. Southern 242, what's your speed? Le contrôle de la circulation aérienne d'Atlanta tente d'entrer en contact avec le DC-9, mais il ne répond pas. Southern 242 Atlanta, what's your speed? Got it back. Got it back, Bill. Got it back. Got it back. Après 36 secondes d'obscurité, les systèmes électriques se remettent à fonctionner. Les instruments de bord et la radio sont à nouveau disponibles. Le contrôle de la circulation aérienne rejoint enfin les deux pilotes. Maintain 15,000, if you understand me. Maintain 15,000, Southern 242. Le vol 242 de Southern Airways doit voler à 4600 mètres, mais l'avion a déjà perdu près de 400 mètres d'altitude. We're trying to get it up there. En regardant à l'extérieur de l'avion, j'ai vu la grêle bosseler progressivement le capot et l'intérieur du moteur gauche. Il faisait de drôles de sons, comme s'il allait cesser de fonctionner. Okay, 242, we just got our windshield busted. We'll try to get it back up to 15. We're at 14. Southern 242, say you're at 14 now? Left engine won't spool. Our left engine just cut out. You say you lost an engine and busted a windshield? Yes, sir. My God. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines.
Les deux moteurs sont tombés en panne. Le DC-9 était devenu un planeur. Un planeur qui perdait 17 mètres d'altitude par seconde. Get us a vector to a clear area, Atlanta. Lyman Keel ajuste sa trajectoire pour sortir l'avion de la tempête. Le commandant Mackenzie doit redémarrer les moteurs ou il sera forcé d'effectuer un atterrissage d'urgence. Sans moteur, l'avion de Southern Airways plonge rapidement vers le sol. Et la panne entraîne aussi une horrible conséquence. Habituellement, les moteurs fournissent l'électricité aux instruments de bord, à la radio et aux circuits hydrauliques. Mais lorsqu'ils sont en panne, plus rien ne fonctionne. APU deployed. L'APU, le groupe auxiliaire de bord, est la génératrice de secours du DC-9. Mais elle ne sera pas disponible avant un délai de 2 minutes. Quand le deuxième moteur s'est arrêté, je me demandais comment j'allais m'en sortir. Je savais que la queue d'un avion pouvait se briser durant un accident. J'ai décidé de m'asseoir dans les dernières rangées. There we go. Au bout de 2 minutes d'angoisse, le groupe auxiliaire de bord entre en action. Les pilotes n'ont toujours pas de moteur, mais ils ont récupéré leurs systèmes électriques. We lost both engines. How about getting us a vector to the nearest place? Le commandant Mackenzie demande qu'on le guide vers le prochain aéroport, car le DC-9 ne pourra voler pendant plus de 6 minutes. La base aérienne de Dobbins est à 32 km de distance. Elle dispose d'une piste d'atterrissage assez longue pour un DC-9 et des services d'urgence appropriés. Southern 242, Roger. Turn right heading 100. Will be vectors for a straight-in approach to Dobbins. Runway 11. What's Dobbins weather, Bill? How far is it? How far is it? Keel connaît très bien la base aérienne de Dobbins où il a reçu sa formation de pilote. Il est encore assigné comme réserviste de la marine et y atterrit souvent. Declare an emergency, Bill. Le fait que Lyman Keel connaisse bien la base de Dobbins représente le seul espoir des pilotes. C'était une journée magnifique. Les enfants faisaient de la bicyclette dehors. Hello? Hey, you. Mon mari travaillait à Atlanta, mais il écoutait la station de radio de Huntsville. Il m'a appelé afin de me prévenir de l'orage qui s'approchait pour que je puisse faire rentrer les enfants. Boys, come on in now. Nasty weather's coming. Come in now. All right, flashlights and batteries, Stephen. En général, les tornades sont accompagnées de nuages foncés, de fortes pluies et de grêles, mais on n'avait rien vu de tel. L'avion de Southern Airways réussit finalement à sortir des nuages orageux. À 2100 mètres d'altitude, le DC-9 amorce une descente régulière. Get those engines started. Avec des moteurs en panne, la charge de travail des pilotes augmente considérablement. Dans ce cas-ci, c'est le copilote qui était aux commandes et qui manœuvrait l'avion. De son côté, le commandant consultait la liste de vérification et tentait de découvrir la panne. J'ignorais ce qui se passait, mais je savais que ça allait mal. Je me suis rendue au poste de pilotage pour leur dire qu'on était prêt à affronter la situation. Just don't stall this thing out. No, I won't. Bill, what's going on? Not now, Kathy. Sit down. Ils avaient peur. Je l'ai compris au ton de leur voix. J'ai compris que la situation était très dangereuse, sans en connaître les détails. L'avion vole maintenant à 1400 mètres. Il devra parcourir 27 km avant d'atteindre la base aérienne de Dobbins. Ask him if there's anything between here and Dobbins. What? Ask him if there's anything between here and Dobbins. Is there an airport between our position and Dobbins? Southern 242, no, sir. Closest airport is Dobbins.
Le copilote Lyman Keel ne croit pas qu'il pourra se rendre jusqu'à la base de Dobbins. L'avion a perdu trop d'altitude. I doubt we're going to make it, but we're trying everything to get something started. Roger. Well, there is Cartersville. You're about 10 miles south of Cartersville, 15 miles west of Dobbins. Keel veut atterrir au plus vite, et Cartersville semble la meilleure option. We'll take a vector to that, yes. We'll have to go there. Can you give us a vector to Cartersville? All right, turn left heading 360. Will be direct vector to Cartersville. Les contrôleurs aériens d'Atlanta n'envisagent aucune autre option. Ils déroutent le vol 242 vers l'aéroport de Cartersville. Je me suis rendu compte que j'étais dans une situation d'urgence et que la mort était imminente. Mais je me suis dit que j'allais mettre toutes les chances de mon côté. J'ai donc essayé de me faire des couches protectrices à l'aide de mon manteau de cuir, ainsi que des couvertures et des oreillers que j'avais récupérés plus tôt durant le vol. Quant aux habitants de New Hope, ils doivent faire face à une autre menace, les tornades. On jouait dehors depuis 1 heure ou 2 quand ma mère nous a fait rentrer à la maison à cause d'une tempête. Une fois à l'intérieur, elle nous a expliqué la situation et fait descendre à la cave pour plus de sécurité. Le DC-9 de Southern Airways a perdu beaucoup trop d'altitude et les pilotes comprennent qu'il ne volera jamais jusqu'à Cartersville. Ils doivent atterrir d'urgence. I'm picking out a clear field. Bill, you have to find me a highway. Let's get the next clear open field. No, Bill! See a highway over there. No cars. Right there, is that straight? No. We'll have to take it. Le copilote Lyman Keel a choisi une piste d'atterrissage à haut risque. Lyman Keel a décidé d'atterrir sur l'autoroute d'État 92 en Géorgie. Le commandant Mackenzie communique la mauvaise nouvelle au contrôleur aérien d'Atlanta. We're putting it on the highway. We're down to nothing. Le vol 242 est à court de temps. Sweet Jesus. Le copilote prépare le DC-9 pour un atterrissage d'urgence sur l'autoroute menant à New Hope, en Géorgie. Flaps. They're down to 50. Oh, God, Bill. I hope we can do it. Le copilote ignore totalement comment faire atterrir un DC-9 en panne de moteur. Il devra donc improviser. Lyman Keel était un jeune homme qui venait de revenir de l'Asie du Sud-Est, où il avait servi dans l'aéronaval. Il connaissait toutes les subtilités d'un atterrissage nocturne sur un porte-avions dans la mer de Chine occidentale. Mais il était quand même sur le point de relever le plus grand défi de sa carrière de pilote. I'm gonna land right over that guy. There's a car ahead. I got it. I got it now. I got it. Brace for impact! L'avion de Southern Airways se pose finalement sur l'autoroute 92. Au début, l'atterrissage s'est déroulé sans problème et assez tranquillement, comme si tout allait rentrer dans l'ordre. Mais soudain, l'avion s'est redressé, puis est redescendu, violemment. L'avion s'écrase au milieu de New Hope. Avant que l'avion ne s'immobilise, le feu s'est répandu dans la cabine. Je sentais mon visage brûler, même si je l'avais couvert de mon manteau de cuir. On a entendu un bruit épouvantable. D'énormes débris du DC-9 de Southern Airways jonchent le sol de New Hope. Come on, damn it. J'ai finalement réussi à détacher ma ceinture de sécurité et je me suis ensuite tourné vers la queue de l'avion où j'ai aperçu de la lumière.
Je me suis levé et j'ai couru vers elle. Je n'arrivais pas à croire que j'avais survécu. Je ne pouvais pas y croire. Lorsque je suis revenue à moi, c'était le chaos. J'étais affalée tout près de la porte avant, à côté du vestiaire et des sièges de service. Toutes les parois avoisinantes s'étaient affaissées. Elles formaient une petite boîte pyramidale et il y avait juste assez de place pour moi à l'intérieur. J'ai aperçu un fragment de lumière et je me suis dirigée vers elle. Sa collègue Sandy Pearl est elle aussi parvenue à sortir de l'avion en flammes. Elle se porte au secours des passagers. Les survivants tentent tant bien que mal de fuir l'épave. Lorsque je suis arrivée en haut des escaliers pour fermer la porte, j'ai aperçu de la lumière rouge, comme s'il s'agissait d'un feu. J'ai alors compris ce qui s'était passé. J'ai vu de la fumée et des flammes. Mais les gens qui se dirigeaient vers moi ne pleuraient pas, ils ne criaient pas, ils étaient très calmes. Tout était embrasé et des gens couraient vers une maison. I need to use your phone. Je voulais appeler les services d'urgence locaux ou les gens de Southern Airways pour leur dire qu'on avait besoin d'aide. Ils entraient tous, l'un après l'autre. You, help her. Lorsque je suis revenue dans la cuisine, j'étais entourée de survivants. Ils savaient qu'ils étaient dans une maison et je suppose qu'ils se sentaient en sécurité, mais ils avaient besoin d'aide. J'étais encore bouleversée, mais j'ai fait tout ce que j'ai pu pour les aider. Je m'en souviendrai toute ma vie. Je regardais les arbres et les débris d'avions brûlés sans faire un geste. C'était tellement surréaliste. Je n'avais jamais rien vu de semblable. Et je préférerais ne pas revivre l'expérience. « 72 personnes, dont les pilotes Lyman Kill et Billy Mackenzie, ont péri dans les décombres du DC-9 de Southern Airways. Peu de temps après la tragédie, les enquêteurs ont découvert qu'une succession d'erreurs et de coïncidences avait causé cette catastrophe. Southern Flight 242 crashed after the DC-9 jet lost power in both engines. The plane had just flown through a violent hailstorm on a flight from Huntsville, Alabama to Atlanta. I saw the plane as it came veering down, hit the treetops. We thought it was a tornado at first. Vehicles, people that was in this grocery store yard and vehicles, it actually hit them. Les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports, arrivent sur les lieux quelques heures après l'accident.
Les enquêteurs doivent toujours s'interroger sur les différents aspects d'un accident. Dans ce cas-ci, le NTSB devait enquêter sur les conditions météo et les raisons de la panne des deux moteurs. Certes, le vol 242 avait traversé une tempête monstrueuse, mais pourquoi des pilotes bien au fait des conditions météo dangereuses du sud des États-Unis s'étaient-ils dirigés droit vers elle? That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Les enquêteurs écoutent l'enregistreur de conversation pour entendre les décisions des pilotes au moment où ils pénétraient dans la tempête. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? Les enquêteurs apprennent que les pilotes se fiaient trop à leur radar météo. Et le radar semble les avoir induits en erreur. All clear left, approximately right now. I think we can cut across there. L'affaiblissement de signal était l'une des limites du radar météo utilisé par les pilotes du vol 242. Le faisceau qu'il envoyait pour observer les conditions météo revenait diffus. Donc, le radar ne reflétait pas fidèlement ce qui se passait. Le radar météo envoie des ondes radioélectriques qui rebondissent sur les nuages de la tempête pour ensuite revenir vers l'avion. Mais sous une pluie intense, les ondes peuvent dévier et se perdre. Et il est possible que le radar prenne ce changement pour une zone dégagée. Ces inexactitudes peuvent être difficiles à repérer. Si les pilotes comptent uniquement sur le radar météo pour les guider au cœur d'une tempête, ils risquent de prendre des décisions basées sur des informations erronées. La tempête qui a déferlé sur le vol 242 de Southern Airways était l'une des pires à sévir depuis 3 ans aux États-Unis. Les pilotes ont dû manœuvrer leur avion sous une pluie torrentielle, accompagnée d'une forte grêle. Keel et Mackenzie ont cru voler en direction d'un passage dégagé, mais en réalité, ils ont jeté leur appareil au cœur de la tempête. The other engine's going too. Got the other engine going too. Southern 242, say again. Stand by. We lost both engines. Les moteurs du DC-9 sont tombés en panne lorsqu'il a traversé la tempête. Mais ils avaient été conçus pour encaisser d'énormes quantités de pluie et de grêle, et ils n'auraient jamais dû tomber en panne, en dépit des mauvaises conditions météo. Les enquêteurs examinent les moteurs ravagés du DC-9 afin de trouver des indices. Ils veulent savoir si une défaillance mécanique a pu causer la double panne. Au départ, le rôle des moteurs dans l'accident me laissait perplexe. Mais j'avais hâte de me rendre sur place et de voir moi-même ces moteurs pour vérifier s'ils ne présentaient pas une défaillance visible à l'œil nu. Le fabricant des moteurs Pratt & Whitney délègue Al Weaver comme expert conseil auprès du NTSB. On expédie les moteurs à l'aéroport d'Atlanta pour une inspection approfondie. Lorsqu'ils ont fait basculer les moteurs en les soulevant dans le hangar, j'ai entendu le tintement des fragments qui tombaient sur le sol. Je me suis penché pour les ramasser. Il s'agissait des vestiges des pales du compresseur haute pression qui est logé tout au fond du moteur. Weaver vient de découvrir que les morceaux tombés du moteur étaient en fait les pales brisées du compresseur. Les moteurs à réaction utilisent de l'air compressé pour la combustion. À l'intérieur du moteur, 2 compresseurs distincts sont composés de dizaines de pales en acier. Les pales tournent rapidement et projettent l'air vers l'arrière. L'air compressé est enflammé dans la chambre de combustion, créant ainsi la poussée. Al Weaver remarque que les pales du compresseur du DC-9 sont lourdement endommagées. Leur courbure révèle à l'enquêteur qu'elles ont été endommagées en vol et non lors de l'écrasement. La détérioration des pales, qu'on pouvait observer à l'œil nu, avait été causée par le pompage répété du moteur. Un pompage se produit lorsque le flux d'air circulant dans le moteur est interrompu. La pression s'accumule entre les compresseurs et non derrière eux. Sans la contre-pression, l'air provenant de la chambre à combustion se déplace vers l'avant du moteur, dont l'alimentation est brièvement interrompue. Les enquêteurs doivent ensuite découvrir si le pompage répété a été causé par la grande quantité de pluie qui s'est introduite dans les moteurs.
Lorsque la pluie entre dans le moteur, il doit la convertir en gaz avant de l'évacuer. Ce procédé consomme beaucoup d'énergie et ralentit les moteurs. Les enquêteurs concluent que la conversion de l'eau consommait trop d'énergie et empêchait les générateurs de fonctionner, ce qui a causé la première panne d'électricité. Mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi les moteurs sont tombés en panne. Pour en avoir le cœur net, ils devront recréer une tempête. Al Weaver veut savoir si la pluie abondante a pu provoquer une panne complète des moteurs. L'équipe d'enquête tente une expérience. Elle expose un moteur du même type que ceux du DC-9 à un air qui contient 14 % d'eau. Okay. Engines at 3/4 throttle. Let's begin. Ils projettent d'énormes quantités d'eau dans le moteur. Et ils le font tourner au ralenti en augmentant son débit progressivement jusqu'à la pleine puissance. Okay, that's it. Shut it down. La pluie n'était pas la seule responsable du pompage qui avait détruit les moteurs. Thanks very much, gentlemen. Durant l'essai, le moteur fonctionnait normalement. On n'a dépisté aucune anomalie. Aucun des membres de l'équipe ne pouvait imaginer l'infiltration d'une plus grande quantité d'eau dans les moteurs du DC-9 et nous avons décidé de chercher ailleurs. L'essai d'ingestion d'eau suggère une autre hypothèse aux inspecteurs. That's a hole, isn't it? It's not showing a hole, is it? La grêle. Plusieurs survivants ont révélé avoir vu des grêlons de la taille d'une balle de baseball. Cette grêle violente a réussi à fissurer un pare-brise de 3,5 cm d'épaisseur. Weaver remarque les dommages importants causés par la grêle sur les capotages du moteur. En examinant la face avant du moteur, on a observé que le capotage intérieur et la tuyère centrale, deux composantes en aluminium qui dirigent l'écoulement d'air dans le moteur, étaient complètement bosselés. On a donc soupçonné que la grêle avait pu jouer un rôle important dans l'écrasement. L'enquêteur sait que seule une force très puissante a pu endommager les pales en acier du compresseur. Les résultats des tests nous ont appris que la grêle seule n'avait pas pu endommager les moteurs. Elle pouvait tout au plus bosseler leur revêtement extérieur. Des précipitations intenses et un capot endommagé ont pu interrompre le flux d'air et provoquer un pompage. Mais ils n'ont pas pu détruire les moteurs. Weaver croit que les grêlons ont peut-être obstrué une sortie essentielle au moteur, les soupapes de purge. Lorsque la pression s'accumule entre les deux compresseurs, les soupapes de purge s'ouvrent automatiquement pour l'évacuer et stopper le pompage. Si les soupapes en question sont bloquées, le pompage des moteurs se produira à intervalles réguliers. Quand les sauts de régime ont commencé à affecter les moteurs, les pilotes auraient dû ramener la manette des gaz au ralenti pour mettre fin au pompage. Weaver tourne son attention vers l'enregistreur de conversation et il découvre que la situation a peut-être contraint les pilotes à utiliser une tactique contraire. Maintain 15,000, Southern 242. We're trying to get it up there. Weaver apprend que les pilotes devaient faire grimper leur appareil au cœur de la tempête. Maintain 15,000, if you understand me. Maintain 15,000, Southern 242. Pour gagner de l'altitude, le commandant devait augmenter la puissance des moteurs, ce qui a aggravé la situation. Dans de telles circonstances, si on n'arrête pas le pompage, l'intérieur du moteur va se désintégrer. We're trying to get it up there. Pousser la manette des gaz ne fera qu'empirer la situation. Les soupapes de purge sont bloquées par la grêle et la pression s'accumule. Elle plie les pales du compresseur jusqu'au point de rupture. Left engine won't spool.
Après la rupture des pales du compresseur, ils n'avaient aucun espoir de récupérer les moteurs. Les enquêteurs savent maintenant pourquoi les pilotes ont mal interprété la tempête et pourquoi leurs moteurs sont tombés en panne. Mais ils ignorent pourquoi on ne les avait pas informés de la terrible tempête qui traversait leur trajectoire de vol. Who's got the landing? Not me, just the captain. Ignition, sir. Les pilotes avaient bel et bien reçu un rapport des conditions météo avant le décollage de Huntsville, mais l'information datait de plusieurs heures. Looks like you guys got a good one coming. Les répartiteurs de Southern Airways ne disposaient pas des dernières informations. Ils n'avaient pas accès au système de mise à jour du Service météorologique national des États-Unis. Ils devaient téléphoner pour obtenir les dernières infos météo. Ce jour-là, le répartiteur a bien téléphoné, mais il n'a pas pu joindre le service et il n'a jamais rappelé. Il n'a donc pas pu informer l'équipage technique du vol 242 de la tempête imminente. Southern Airways 242, I'm painting a line of weather which appears to be moderate to possibly heavy precipitation, starting about 5 miles ahead. Les autorités de Huntsville auraient-elles pu leur donner de meilleures informations météo? Absolument. Mais elles ont quand même émis un avertissement de tempête ou de forte pluie au-dessus de leur aéroport. Leur zone de responsabilité était d'environ 40 000 marins et la tempête qui menaçait le vol 242 était hors de leur portée. Ignorant des conditions météo et induits en erreur par les images radars, les pilotes Bill Mackenzie et Lyman Keel ont précipité leur avion au beau milieu des nuages orageux. La pluie abondante et la grêle ont lourdement endommagé leurs moteurs. En désespoir de cause, les pilotes ont opté pour l'atterrissage d'urgence. De plus, en analysant le plan de vol du DC-9, les enquêteurs découvrent une omission mortelle. Entre la panne complète des moteurs et l'atterrissage forcé à New Hope, environ 9 minutes se sont écoulées. En termes clairs, cela veut dire qu'ils avaient 7 minutes pour évaluer la situation avant d'opter pour l'atterrissage forcé sur l'autoroute. Après la panne, les pilotes ont effectué un virage à 180 degrés vers l'ouest dans l'espoir d'échapper à la tempête. Mais cette nouvelle trajectoire éloignait le DC-9 de la base aérienne de Dobbins. Ce virage a sorti l'avion de la tempête de grêle, mais l'a détourné d'une bonne piste d'atterrissage. Les pilotes ont également perdu plusieurs minutes de vol. Après avoir échappé à la tempête de grêle, les pilotes ont pu reprendre leur route vers Dobbins. Is there an airport between our position and Dobbins? Southern 242, no, sir. Closest airport is Dobbins. Si les pilotes avaient conservé leur trajectoire vers Dobbins au lieu de chercher un autre aéroport, ils auraient amélioré leurs chances de survie. Southern 242, roger. Turn right heading 100. We'll be vectors for a straight-in approach to Dobbins. Runway 11. Lorsque le commandant Mackenzie reçoit ces instructions, le DC-9 s'est déjà trop éloigné de la base de Dobbins. Et il vole trop bas pour avoir la moindre chance d'y atterrir. Mais le vol 242, son équipage et ses passagers auraient quand même pu être sauvés. Stupéfaits, les enquêteurs apprennent qu'au moment où les contrôleurs aériens les déroutaient vers la base aérienne de Dobbins, les pilotes survolaient l'aéroport Cornelius Moore. Je pensais qu'on allait atterrir à Cornelius Moore, un aéroport que je connaissais bien puisque je voyageais fréquemment entre Decatur et Atlanta. Les enquêteurs apprennent que l'aéroport Cornelius Moore était hors de portée du radar des contrôleurs d'Atlanta, qui ignoraient même son existence. Les contrôleurs aériens n'ont pas dérouté le DC-9 vers cet aéroport, car ils ne le voyaient pas sur leur écran radar. J'étais choqué d'apprendre que les contrôleurs aériens d'Atlanta ignoraient l'existence de l'aéroport Cornelius Moore à Cartersville. On était à 5 ou 7 kilomètres d'un endroit où il y avait une piste de 1200 mètres.
Même si certains contrôleurs croyaient cette piste trop courte, elle aurait été préférable à une autoroute. J'étais très en colère quand je l'ai appris. Cette erreur a coûté des vies humaines, ce qui m'a vraiment attristée. Le NTSB conclut que la panne des moteurs et le peu d'informations concernant les conditions météo ont causé l'écrasement du vol 242 de Southern Airways. Le NTSB recommande immédiatement l'amélioration des systèmes radars météorologiques des avions et des tours de contrôle afin de donner un meilleur aperçu des conditions atmosphériques. De nos jours, les avions de ligne sont équipés d'un radar météo dont les couleurs varient selon l'intensité des précipitations. L'écrasement du vol 242 a également appris aux équipes techniques à mieux utiliser leurs moteurs au cœur de violentes tempêtes. Les pilotes doivent comprendre qu'il ne faut pas laisser les moteurs pomper à répétition. Si c'est le cas, peu importe la raison, les pilotes doivent stopper le pompage pour sauvegarder les composantes internes du moteur. Après une tragédie aérienne, les enquêteurs veulent toujours savoir si des vies humaines auraient pu être épargnées. On évalue toujours les facteurs de survie d'un accident aérien. On peut dire, par exemple, que le design des sièges a contribué à la survie des passagers. Mais il n'y a pas de statistiques prouvant qu'il est plus sécuritaire de s'asseoir à l'avant, au milieu ou à l'arrière d'un avion. Dans le cas du vol 242, le passager Don Foster a eu l'idée de mettre son manteau de cuir sur sa tête et de placer un oreiller entre son visage et le siège de la rangée précédente. Ces gestes ont probablement réduit la gravité de ses blessures et lui ont peut-être même sauvé la vie. Le NTSB croit même que si les agents de bord avaient distribué des oreillers et des couvertures aux passagers, le nombre des victimes aurait été moins élevé. Tous les accidents d'avion nous renseignent, et le vol 242 n'a pas fait exception. Il nous a d'abord appris que les communications de la FAA, de Southern Airways et du poste de pilotage du DC-9 laissaient à désirer. Mais il nous a surtout appris à respecter la puissance de Mère Nature. 30 années ont passé depuis que le DC-9 de Southern Airways s'est écrasé sur la petite communauté de New Hope. Depuis l'accident, les survivants se rassemblent tous les 10 ans dans une église de New Hope. Ils se souviennent des morts et s'aident mutuellement à supporter la tragédie. Peu de groupes de survivants se sont rassemblés aussi longtemps. Après l'accident, j'ai eu de la difficulté à comprendre comment j'avais pu survivre. Au bout de quelques mois, j'ai cessé de m'interroger. J'avais eu droit à une deuxième chance. J'ai compris l'importance de la famille et j'ai décidé de profiter de la vie. Je peux encore sentir les odeurs, entendre le bruit de l'accident et voir ces gens s'approcher de ma maison. Le moindre déclencheur me plonge dans mes souvenirs et mes émotions demeurent aussi vives. Je ne peux rien y faire, je ne les provoque pas, je ne peux pas les étouffer. D'une certaine façon, cette tragédie m'a aidé à mieux profiter de la vie. Cela peut paraître étrange, mais j'ai mené une vie meilleure grâce aux leçons que j'en ai tirées. May this service do honor to these dear loved ones, and may it bring comfort and peace to we who remain.
Chaque jour, des millions de bagages arrivent dans les aéroports des 4 coins du monde. Et leurs propriétaires s'attendent à les retrouver dès qu'ils toucheront terre. Les valises subissent un balayage et une inspection. Elles sont ensuite triées et acheminées vers des milliers de vols différents. Mais l'une d'entre elles a provoqué une enquête unique dans l'histoire de l'aviation. Et a rendu les vols actuels plus sécuritaires. I want my bag checked through to Delhi. Tôt le matin, le 23 juin 1985. Un 747 vole à 9500 mètres au-dessus de l'océan Atlantique. Ce gros porteur s'est vu attribuer le surnom de Kanishka en l'honneur d'un empereur indien. Parti du Canada, l'avion se dirige vers Londres avant de continuer sa route vers New Delhi. Il vole depuis 4h30. Le commandant de bord, Anse Narendra, est un pilote expérimenté d'Air India. Satwinder Binder est aussi commandant, mais aujourd'hui, il occupe le poste de copilote. Tandis que l'avion s'approche des côtes, le copilote Binder s'entretient avec le commissaire de bord. Yes, sir? Insha, do me a small favor. At the back of the plane, seat 54, a boy is sitting there. He just wanted to have a look in the cockpit. Can I send him now? After about 15 to 20 minutes. « 329 personnes se trouvent à bord du 747. Bon nombre d'entre elles se rendent en Inde pour visiter leurs familles ou leurs amis. C'est le cas de Vishnu Pada qui voyage avec ses 2 filles. Leur mère Lata est déjà en Inde. On avait décidé de prendre de longues vacances en famille, car c'était le bon moment. À 8h06, le copilote Binder établit le contact radio avec le contrôle de la circulation aérienne d'Irlande. Shanwick, Air India 182, good morning. Station calling Shannon. Go ahead again, please. Thomas Lane et Michael Quinn travaillent au contrôle de la circulation aérienne de Shannon. Air India 182 is 51 north, 15 west at level 310. Estimate FIR at 0735. Air India 182, Shannon, roger. Cleared for London, flight level 310. Air India 182 is cleared to London, maintain 310. Do you want to come up front now? Yeah. Okay. Let's go. La tour de contrôle de Shannon connaît une matinée tranquille. Les contrôleurs aériens surveillent seulement 3 avions. Pourtant, un fait étrange se produit. The signals are all jumbled up. Les signaux ont fusionné, ce qui nous empêchait de relever les indicatifs d'appel et les niveaux de vol des 3 aéronefs. Le 747 d'Air India vole à 9450 mètres. Un avion de la TWA se positionne à environ 1200 mètres au-dessus de l'appareil, tandis que le vol de Canadian Pacific Airlines prend place 630 mètres plus haut et se dirige tous vers l'est.
Puisque les trois avions sont empilés l'un sur l'autre, leurs signaux se confondent sur l'écran radar bidimensionnel. Tom avait séparé les signaux à l'aide de la boule de commande. Deux des signaux réapparaissent sur le radar, mais celui du vol d'Air India a mystérieusement disparu. Air India's not showing up. Hold on a minute. Air India 182, do you read? Air India 182, this is Shannon. Do you read? Over. Il est maintenant 8h14. J'ai eu un mauvais pressentiment. D'ailleurs, je ne comprends toujours pas pourquoi j'ai téléphoné. Yes, it's Michael Quinn at Shannon. We have a plane off radar. Habituellement, on lance un appel de détresse pour l'équipe de recherche et sauvetage si la tour de contrôle n'a pas eu de réponse au bout de 20 minutes. Le vol d'Air India ne répond plus depuis moins de 60 secondes. Quelques navires entament des recherches pour retrouver l'avion. La dernière position connue du 747 est à environ 290 km au sud-ouest de Cork. 2 heures après la disparition de l'avion, un navire de charge canadien confirme le pire des scénarios. Des membres d'équipage aperçoivent les débris de l'épave et des canots de sauvetage dégonflés flottant sur l'océan Atlantique. Puis, ils voient les premiers corps. Et il est manifeste qu'aucun voyageur n'a survécu. En Inde, Lata Pada attend son mari et ses 2 enfants, lorsque son frère lui apprend la mauvaise nouvelle. Il m'a fait asseoir avant de me dire qu'un terrible accident venait de se produire. J'étais sous le choc. J'essayais d'assimiler cette information, mais en même temps, je me demandais déjà comment je pourrais vivre sans eux. Des dizaines de corps sont envoyés à Cork. Beaucoup d'autres suivront. Une tâche colossale attend les enquêteurs. Ils doivent découvrir comment les voyageurs sont morts et surtout ce qui a causé l'écrasement du vol 182 d'Air India. La ville de Cork compte 130 000 habitants. Située sur la côte sud de l'Irlande, elle a longtemps abrité un port d'une importance capitale. Le 23 juin 1985, une horrible cargaison débarque sur ses quais. Quelques heures après l'écrasement du vol 182, les bateaux de sauvetage ramènent les corps et les débris d'avions jusqu'au port. Le docteur Cumin Doyle est pathologiste à l'hôpital régional de Cork. On a reçu les premiers corps un dimanche à 16h45. À minuit, il y avait 130 corps dans la morgue. Cumin Doyle et son équipe examineront les corps afin de trouver des indices susceptibles d'éclaircir les causes de l'accident. Trois policiers ont examiné les corps. Un photographe, un expert en balistique et un dentiste légiste qui a examiné leurs dents et leurs visages dans le but d'identifier les victimes. En 4 jours à peine, 132 corps sont autopsiés. On a examiné toutes les surfaces externes des corps et chaque détail a été noté minutieusement. Nous tentions de déterminer les causes des décès. Le docteur Doyle fait une étonnante découverte.
Presque toutes les victimes sont mortes avant l'impact. On a décelé des signes de noyade dans 2 cas seulement, ce qui nous a indiqué que les autres victimes ne respiraient déjà plus lorsqu'elles ont été immergées. Les victimes ont une autre chose en commun, leurs vêtements déchirés. Cet indice était très important. Des vêtements déchirés ou carrément volatilisés nous indiquaient que les victimes étaient tombées d'une altitude d'au moins 9500 mètres, donc des lieux de l'accident. Certains corps avaient les membres ballants, signe de fractures aux hanches, aux épaules ou à d'autres articulations. H.S. Cola est enquêteur en chef dans l'affaire de l'écrasement d'Air India. Ses membres ballants lui révèlent que les passagers n'étaient plus dans l'avion lorsqu'il a percuté l'océan. Ces blessures sont typiquement causées par une chute brutale. Elles correspondaient à celles d'un passager violemment projeté hors d'un avion en plein vol. Les autopsies ont démontré que l'avion s'est démantelé à haute altitude. Les passagers ont été projetés dans les airs bien avant qu'ils ne s'écrasent. Les blessures nous ont permis de déduire que l'avion avait été détruit à 9500 mètres d'altitude. Mais elles ne nous ont pas révélé les causes de l'accident. Aux yeux des enquêteurs, la récupération des 2 boîtes noires est primordiale. L'une d'elles a enregistré les conversations du poste de pilotage et l'autre, l'information technique du plan de vol. Les 2 enregistreurs sont munis de radiophares qui envoient des signaux à une fréquence attitrée. Mais leur récupération représente un travail de titan, car les boîtes noires se trouvent à plus de 2000 mètres sous l'eau. Et leur signal radio s'éteindra au bout de 30 jours. Le journaliste Salim Jiwa a étudié la tragédie du vol 182. Comme il fallait rapidement retrouver les boîtes noires, 3 pays ont participé aux recherches. L'Angleterre, l'Irlande et l'Inde. Tandis que les recherches continuent, H.S. Cola et son équipe analysent le livret technique de maintenance de l'avion. Ils veulent savoir si une défaillance non décelée aurait pu causer la perte du 747. Ils découvrent une importante information. L'appareil d'Air India possédait 5 moteurs à réaction. Normalement, un 747 est équipé de 4 moteurs. Mais ce type d'avion a été conçu pour transporter un moteur en panne sous ses ailes, où le personnel de piste le fixe à un support, comme il l'avait fait pour le vol 182. Un moteur laissé derrière par un autre avion avait été monté sous l'aile de l'avion. Le moteur additionnel crée une importante résistance du côté gauche de l'avion. Si les pilotes ne font pas le nécessaire pour corriger le problème, l'avion virera automatiquement dans cette direction. On a longtemps cru que le 5e moteur avait causé la destruction de l'aile. Les enquêteurs apprennent également que certaines pièces internes du 5e moteur avaient été enlevées et entreposées dans la soute du 747. Ces pièces étaient si grosses qu'on a dû enlever une partie de la porte de la soute pour faciliter la tâche du personnel. D'autres pièces du moteur ont été placées à l'arrière de l'avion. Les 747 peuvent facilement supporter une telle charge. Il s'agissait d'une opération de routine. Mais un remontage inadéquat de la porte de soute aurait pu provoquer une décompression explosive. En 1974, peu après son décollage de Paris, un avion de Turkish Airlines a perdu une porte de soute en plein vol. La brutale décompression a détruit l'appareil et tué tous ses passagers.
L'enquêteur Kola est confronté à deux coupables potentiels. La porte de soute ou le cinquième moteur. Seuls les enregistrements des boîtes noires pourront élucider le mystère. Ils doivent être récupérés sans délai. Environ 2 semaines après le début des recherches, l'enregistreur de conversation et l'enregistreur de bord sont enfin localisés. Mais il sera difficile de les récupérer car ils reposent au fond de l'océan. L'avion se trouvait à 1800 mètres de la surface et cette profondeur représentait un obstacle majeur. On fait donc appel à un véhicule submersible. Même s'ils savent où se trouvent les enregistreurs et qu'ils disposent d'un appareil sophistiqué, les sauveteurs ne pourront les remonter qu'à la 4e tentative. Estimate FIR at 0735. Air India 182, Shannon, Roger. Cleared for launch. À l'aide des 2 enregistreurs, l'enquêteur Kola espère élucider les causes de cette tragédie. Si l'avion éprouvait des problèmes, l'équipage en aurait parlé. Ce ne serait pas resté sous silence. Mais lorsqu'il écoute l'enregistreur de conversation de poste de pilotage, Kola ne remarque rien d'anormal. Après leur dernier appel radio à la tour de contrôle de Shannon, les pilotes ont discuté des scellés douaniers, une étape de routine avant chaque atterrissage. They want about 30 custom seals. Customs? Yeah, custom seals to seal the bar before its arrival. La conversation se termine brusquement. Ensuite, on n'a plus rien entendu. L'enregistrement n'a révélé aucune anomalie dans le poste de pilotage, aucune situation d'urgence. Il s'agissait de conversations normales. L'enregistreur de bord ne dévoile rien d'inquiétant non plus. L'enquêteur Kola se penche donc sur des détails techniques comme la vitesse, l'altitude et des dizaines d'autres informations de vol. Le moteur supplémentaire a effectivement fait incliner l'avion, mais la gouverne a été positionnée à 11 degrés vers la droite pour le rééquilibrer. L'équipage a fait exactement ce qu'il fallait pour contrebalancer la résistance causée par le 5e moteur. Le vol nous a paru normal jusqu'à la toute dernière seconde. Après avoir analysé les 2 boîtes noires, l'enquêteur Kola ne sait toujours pas ce qui a causé la disparition du 747 de l'écran radar de Shannon. Mais l'absence d'indices est une preuve en elle-même. Les 2 enregistreurs étaient alimentés par les moteurs de l'avion. Et ils ont tous les 2 cessé d'enregistrer en même temps à 8 heures, 14 minutes et 1 seconde. Les problèmes qu'a connus le 747 devaient être très graves étant donné la défaillance simultanée du système électronique et des enregistreurs. Les pilotes n'ont même pas eu le temps d'intervenir. Selon les enquêteurs, 2 scénarios pourraient expliquer l'accident. Une violente décompression ou un attentat à la bombe. Ils examinent certains débris qui flottaient à la surface. Mais il s'agit d'une partie infime de l'appareil, et aucun de ces débris n'éclaire les enquêteurs. On savait qu'il n'y avait pas eu d'incendie, que l'avion fonctionnait normalement et que tout se passait bien dans le poste de pilotage. Bref, on avait étudié toutes les possibilités sans trouver de réponse à nos questions. Pour découvrir les causes de l'accident, il nous fallait absolument examiner l'épave qui gisait au fond de l'océan. Mais sur quelle partie de l'avion les enquêteurs doivent-ils s'attarder? Les boîtes noires ont été repérées sans difficulté grâce à leurs émetteurs radio. Par contre, les autres débris du 747 sont éparpillés tout au fond de l'océan, dans une zone de 16 km de long par 6 km de large. Comment les enquêteurs pourront-ils trouver l'indice qui leur permettra d'élucider le mystère? Roy Truman est un spécialiste de la récupération en eau profonde.
On lui demande d'effectuer une mission impossible. Retrouver des pièces de gros porteurs enfouies au fond de l'océan. Parmi les centaines de milliers de débris, il devra trouver ceux qui sont à l'origine de l'accident mortel. Jusqu'à ce jour spécifique, on avait seulement récupéré des petits avions. Cette fois, il fallait ramener les débris d'un énorme 747. On ignorait même la taille des vestiges qu'on allait trouver. Les enquêteurs savent très bien qu'il est impossible de repêcher toute l'épave. Il faut plusieurs heures pour remonter un seul élément. Mais le véhicule submersible pourra filmer et prendre des photos qui aideront les enquêteurs à choisir les débris qu'on remontera à la surface. Même s'ils cherchent une aiguille dans une botte de foin, les enquêteurs espèrent toujours découvrir ce qui a réduit le 747 en miettes. Mais l'automne approche et les enquêteurs devront bientôt abandonner leurs recherches à cause du mauvais temps. La clé du mystère repose quelque part au fond de l'océan. Les enquêteurs indiens fouillent le fond marin afin de savoir pourquoi le vol 182 s'est écrasé. Tandis que les recherches continuent en Irlande, au Canada, on soupçonne que la tragédie d'Air India n'était pas un simple accident. Lorsque les policiers passent en revue la liste des passagers du 747, ils remarquent un nom. De nombreux passagers du vol 182 ont embarqué à Vancouver, où ils avaient fait escale. Ils devaient continuer leur voyage vers l'Inde à bord du vol 182. Mais au moment du départ, un passager qui avait pourtant acheté son billet manquait à l'appel. Le billet avait été acheté par un monsieur Singh. Il n'y avait pas de prénom, juste une initiale. Il s'agissait d'un nom fictif et cette personne n'avait jamais eu l'intention de prendre cet avion. Monsieur Singh n'est peut-être pas monté à bord, mais il s'est présenté à l'enregistrement. Next, please. Your way to Toronto? And I want my bag checked through to Delhi. Sir, I can't do that. Your reservation is only confirmed to Toronto. Oh, I am confirmed. This is my ticket. Jeannie Adams est une des préposées aux billets de la société Canadian Pacific. Mr. Singh, you're on standby to Delhi. I can't. But then I have to pick up my bag. I can't check your bags through to India if you are not confirmed. But I am indeed confirmed. Wait. I'll get my brother. He'll tell you. Au moins 30 personnes attendent devant le guichet. Can't do that, sir. Your reservation. La préposée n'a pas de temps à perdre. Oh, okay. I'll check it through. But you have to check with Air India when you get to Toronto. Your seat is 10B. Même si M. Singh ne possède pas de billet pour l'Inde, on enregistre sa valise. Mais personne ne remarquera qu'il n'est jamais monté à bord de l'avion. Elle n'a pas respecté les règlements. Elle n'aurait jamais dû effectuer une correspondance intercompagnie vers New Delhi. Mais elle a été malmenée et dominée par M. Singh devant tout le monde. Et à son grand regret, elle a fini par lui donner raison. Lors de son enregistrement à Vancouver, la valise marron de Singh n'a éveillé aucun soupçon. Comme le vol d'Air India était un vol international, la valise a subi une série d'inspections plus strictes à son arrivée à Toronto. This is what it will sound like. John de Souza est un agent de sécurité pour Air India. La journée du vol fatidique, il a fait une petite démonstration d'un détecteur à explosifs à l'intention des bagagistes à Toronto. Les produits chimiques d'une allumette ont déclenché le dispositif, comme l'auraient fait les produits d'une charge explosive. Okay.
On a utilisé un détecteur portatif pour remplacer l'appareil de radioscopie qui balaie généralement tous les bagages, mais qui était hors d'usage ce jour-là. L'agent de sécurité a balayé les bagages. Tout lui semblait normal, jusqu'à ce qu'il atteigne la valise marron. Le dispositif se déclenche, mais il n'émet pas le son entendu durant la démonstration. On a donc transporté la valise explosive à bord de l'avion à destination de l'Angleterre. Au moment où le vol 182 d'Air India survole l'océan Atlantique avec la valise de M. Singh, une explosion survient à l'aéroport Narita de Tokyo. 2 bagagistes meurent et 4 personnes sont blessées. Une bombe a été dissimulée à l'intérieur d'un autre sac de voyage en provenance de Vancouver. Il devait être embarqué dans un 2e avion d'Air India. La valise a explosé au sol avant qu'on la mette dans la soute de l'avion. Les bagagistes japonais ont peut-être manipulé trop brusquement la valise avant de la placer sur le transporteur à courroie. Un scénario identique à celui de Vancouver s'est produit à Tokyo. Un passager a enregistré son bagage sans monter à bord de l'avion. Des informations troublantes relient l'explosion de Tokyo au vol 182 d'Air India. Les billets d'avion des 2 suspects ont été achetés le même jour par le même homme. La catastrophe du vol 182 s'est soudain transformée en complot à l'échelle internationale. À cause des similarités entre les 2 incidents, les enquêteurs postés en Irlande s'intéressent aux indices découverts par les policiers de Tokyo. Les experts légistes arrivent à l'aéroport de Narita peu de temps après la tragédie. Des éléments de preuve jonchent le site de l'explosion. L'attentat à la bombe de Narita s'est produit dans un endroit assez restreint, contrairement à l'accident du vol 182 d'Air India, où il était difficile de récupérer les débris qui reposaient sur plus de 14 km au fond de l'océan. D'une certaine façon, on a eu de la chance que l'engin explosif éclate dans cet espace réduit. On retrouve des morceaux de métal et des cartes de circuit imprimées encastrées dans les murs. Des résidus explosifs sont collés à des fragments provenant du contenant de la bombe. Étonnamment, les experts légistes japonais ont pu découvrir des débris et des fragments qui ont permis à la police nippone d'identifier le véhicule utilisé pour transporter la bombe. On peut même apercevoir des numéros de série sur certains débris. Ces indices démontrent que la bombe avait été placée à l'intérieur d'une chaîne stéréo fabriquée par Sanyo. 2000 chaînes stéréo du même type ont été expédiées à un entrepôt situé près de Vancouver, en Colombie-Britannique. Elles ont ensuite été distribuées dans tous les magasins de la région. L'une de ces radios contenait la bombe qui a explosé à Narita. La police est confrontée à une tâche immense: retracer la vente de 2000 appareils. Ils peuvent avoir été vendus à n'importe qui. La plupart des magasins qui avaient reçu une de ces chaînes les ont vendus depuis des années. La chance sourit enfin aux enquêteurs lorsqu'ils entrent dans un magasin de Duncan, une petite ville située sur l'île de Vancouver. La dernière chaîne stéréo y a été vendue il y a quelques semaines. Ils ont appris qui s'était procuré la radio contenant la bombe. Les experts en explosifs se procurent un modèle identique de récepteur et ils effectuent des tests qui leur permettront de connaître la taille de la bombe de Tokyo.
On a mené des expériences avec différentes quantités de dynamite afin de découvrir l'étendue des dommages causés par chacune des déflagrations. Après chaque explosion, il compare la taille des fragments de la radio à ceux qui ont été retrouvés à l'aéroport de Narita. Selon les experts, la radio qui a explosé à Tokyo devait contenir 4 bâtons de dynamite. Mais cette quantité de dynamite aurait-elle suffi à faire exploser un gros porteur? Connaissant la puissance de la bombe de Narita, il dépose la même quantité de dynamite à l'intérieur d'un conteneur rempli de bagages. L'explosion est dévastatrice. Toute décompression causée par une explosion provenant de la soute à bagages peut entraîner des conséquences désastreuses. 4 bâtons de dynamite peuvent très facilement faire exploser un avion. Des marques révélatrices devraient être visibles sur les restes du vol 182. Les enquêteurs croient de plus en plus à un attentat à la bombe. Mais ils ne détiennent toujours aucune preuve. Les enquêteurs recherchaient non seulement une pièce brisée qui aurait pu provoquer une défaillance, mais aussi des indices révélant les origines de l'explosion, des brûlures, des taches de solvant ou même des sièges criblés de fragments. Donc, tous les débris devaient être examinés minutieusement. On a continué l'analyse de chacune des photographies en recherchant des signes d'explosion ou d'impact. Pressé par le temps, l'enquêteur Kola doit choisir les débris qu'il fera remonter à la surface. Le mauvais temps l'oblige à laisser le reste de l'épave au fond de l'océan. L'enquêteur en chef espère que les maigres indices dont il dispose prouveront la présence d'une bombe dans la soute du 747. Tous les débris recueillis sont replacés à leur position originale sur une structure artificielle de 747. Et le plancher de la soute avant suscite particulièrement l'intérêt des enquêteurs. Lorsqu'on a trouvé cette pièce de l'avion, on a remarqué qu'elle comportait des trous créés par l'expulsion très rapide de projectiles. On dénombre jusqu'à 20 trous. Dans chacun d'eux, les parois sont orientées vers l'extérieur de l'avion, un peu comme les pétales d'une fleur. C'est un signe classique d'explosion. Les enquêteurs découvrent autre chose sur la paroi latérale de la soute. Des trous identiques à ceux du plancher sont identifiés. Ils semblent aussi avoir été produits par l'explosion. L'équipe de HS Kola est maintenant persuadée qu'une explosion a eu lieu dans la soute avant de l'avion. Cette hypothèse expliquerait également pourquoi l'enregistreur de bord et l'enregistreur de conversation ont soudainement cessé de fonctionner. Comme dans les autres 747, le compartiment électronique du gros porteur d'Air India se situait sous le poste de pilotage. La plupart des systèmes électriques de l'avion se trouvent à cet endroit, et la soute à bagages avant est juste à côté. Lorsque la bombe a éclaté, la déflagration a détruit tous les systèmes électriques de l'avion. C'est la raison pour laquelle on n'entendait plus rien dans les enregistrements. Les enquêteurs sont convaincus que le vol 182 a été anéanti par une bombe. Cela n'avait rien d'accidentel. Le 747 a été victime d'un horrible crime. Personne ne se serait imaginé qu'à Vancouver, on aurait pu fomenter un plan diabolique qui se solderait par l'explosion simultanée de 2 avions. Le travail rigoureux des enquêteurs leur a permis de reconstituer les événements du 23 juin 1985. À Toronto, on a embarqué la valise de M. Singh à bord du 747 d'Air India.
Elle a été ensuite placée dans un conteneur à bagages qui sera rangé à l'avant du gros porteur, à l'arrière du compartiment électronique. Tandis que l'avion traverse l'océan Atlantique, les voyageurs n'entendent pas la bombe qui égrène les dernières minutes de leur vie. They want about 30 custom seals. Customs? Yeah, custom seals to seal the bar before its arrival. Bar Lorsque la déflagration a pulvérisé le plancher du 747, ces fragments ont été projetés vers le plafond de l'avion, dont le fuselage s'est aussitôt ouvert. L'air pressurisé de l'avion s'est rapidement échappé, arrachant brutalement les passagers de leur siège. Le fait que les débris couvrent une zone de 14 km au fond de l'océan démontre la rapidité et la violence de la décompression explosive. Malheureusement, l'avion n'avait aucune chance de résister à une puissance aussi dévastatrice. Tandis que l'appareil plonge vers l'océan, le fuselage se désintègre sous l'effet de la pression. Après des mois de travail acharné, les enquêteurs croient connaître la cause de la tragédie aérienne d'Air India. Ils ont démontré qu'une bombe avait provoqué l'écrasement du 747. Il incombe dorénavant aux policiers d'appréhender les terroristes. Les morts du vol 182, ajoutées aux victimes de la bombe de Narita et à celles qu'elle aurait pu faire en explosant en plein vol, ont poussé les autorités à améliorer la sécurité des avions de passagers. La chasse aux terroristes continue, mais d'énormes progrès ont été accomplis en matière de sécurité. On cherche même à rendre les avions plus résistants aux explosions. En mai 1997, plus de 10 ans après l'attaque terroriste du vol 182, un 747 hors service s'apprête à participer à une expérience exceptionnelle. 2 bombes sont placées dans la soute avant et 2 autres à l'arrière de l'avion. Les tests de Bruntingthorpe devaient couronner 5 années de recherche, en prouvant que des conteneurs à bagages renforcés et un revêtement intérieur plus résistant pouvaient protéger l'intégrité d'un avion. L'avion est pressurisé afin de simuler les mêmes conditions qu'un vol en altitude de croisière. La pressurisation est essentielle dans ce genre d'expérience. La pression exercée à l'intérieur de la cabine peut causer des dégâts assez importants. C'est un peu comme si on perçait un ballon dégonflé avec une aiguille. On voit seulement un petit trou. Si on répète le scénario avec un ballon gonflé, il éclate violemment. Lorsqu'on fait détonner les bombes, le résultat est dévastateur. La puissance de la déflagration associée à la pression de l'air a complètement déchiqueté l'appareil. C'est extrêmement représentatif d'une explosion en vol. À bord d'un avion, la puissance destructrice des bombes est bien connue. Mais les tests ont démontré que de simples modifications pouvaient réduire de façon substantielle les dégâts causés par une explosion. L'une des bombes placées dans la soute arrière a été déposée dans un conteneur à bagages ordinaire. Mais on a procédé autrement avec les bombes dans la soute avant. Une bombe a été mise dans un conteneur renforcé d'un matériau utilisé dans la confection des vestes pare-balles. L'autre bombe a été placée dans un conteneur ordinaire placé à côté des parois muni d'un capteur de décharge. Après l'explosion, la partie avant de l'appareil est pratiquement intacte. La section où se trouvait le conteneur et les parois renforcées ne comptait pas de fissures. Mais à l'arrière de l'avion, où aucun matériau n'avait été ajouté, les dégâts étaient catastrophiques. Le conteneur ordinaire n'a rien pu faire contre la puissante déflagration. Mais dans la soute avant du 747, le revêtement protecteur et le conteneur à bagages renforcé ont absorbé la force de l'explosion. Ces modifications auraient-elles pu sauver les passagers d'Air India? Fort probablement. Les voyages aériens seraient-ils plus sécuritaires si on les mettait en pratique? Absolument. Malgré les résultats spectaculaires des tests effectués en Angleterre,
les compagnies aériennes n'utilisent pas les conteneurs renforcés. Bien qu'ils soient très résistants aux bombes, leur prix est exorbitant. L'achat de ce type de conteneur n'est pas réaliste d'un point de vue économique. Ces boîtes en matériaux composites coûtent des dizaines de milliers de dollars et elles sont très fragiles. Il suffit de les manipuler avec un chariot élévateur pour altérer sérieusement leur résistance. Dans la plupart des aéroports internationaux, l'inspection des bagages a été nettement améliorée. On fait maintenant appel à des appareils à rayons X plus sophistiqués et équipés de nombreux faisceaux balayeurs. But I am indeed confirmed. Wait. I'll get my brother. He'll tell you. Oh, okay. I'll check it through. But you have to check with Air India when you get to Toronto. De plus, les règlements concernant l'acheminement des bagages sur les vols de correspondance sont beaucoup plus sévères. Dans le cas du vol 182, le fait d'avoir embarqué un bagage sans propriétaire a été un facteur déterminant. C'est un élément clé pour épingler un terroriste ou découvrir un engin explosif. Aucun avion ne décolle avec un bagage appartenant à un passager qui n'est pas à bord. Seat is 10B. Dans le dossier du vol 182 d'Air India, la police relie finalement les attentats à la bombe aux Sikhs extrémistes vivant au Canada. Ils revendiquent un État sikh indépendant et souverain en Inde. L'homme qui a avoué avoir assemblé la bombe est jeté en prison. Le terroriste responsable des attentats meurt quelques années plus tard lors de son arrestation en Inde. Les deux criminels entretenaient des liens étroits avec la communauté sikh de la côte ouest canadienne. C'était un acte terroriste très cruel, d'autant plus qu'il a été perpétré par des Canadiens, en seuls Canadiens, et contre leurs propres concitoyens. Plus de 20 ans après la catastrophe d'Air India, l'incident est toujours aussi frais dans les mémoires. Et de nombreuses questions restent sans réponse. On ne sait toujours pas qui a enregistré les valises. L'identité de l'artisan de la bombe est connue, mais on ignore les noms de ceux qui ont collaboré à l'attentat ou de la personne qui a récupéré les billets d'avion. Un vœu de silence obscurcit encore cette enquête. En 2006, le gouvernement canadien procède à une enquête sur l'attentat à la bombe du vol d'Air India afin de connaître les circonstances exactes de l'incident. La mort terrible de toutes les victimes enflamme encore la population. Peu importe les résultats de l'investigation, les faits ne changeront pas. 329 passagers sont morts sur le coup. Des cérémonies commémoratives ont eu lieu en Irlande et au Canada. On y a pleuré les victimes de la tragédie d'Air India et on s'est souvenu du jour où un attentat terroriste avait coûté la vie de tant d'innocentes victimes. Chaque jour, nous continuons notre train-train quotidien. Jusqu'à ce qu'un événement totalement inattendu se produise et détruise littéralement notre vie. C'est ce qui m'est arrivé le 23 juin 1985.